de chaque territoire, de chaque tribu, il y a des cartes qui existent. Pourquoi alors le pouvoir ne prend-il pas à bras les corps? On vous a emballé, vous tous, hein? Non, voilà, ce sont des Rwandais, ils sont entrés par Congo-Brazza. Ils vous ont présenté des élèveurs, tout le monde a dit n'importe quoi. Aujourd'hui, la présidence sait qui est derrière ça. Mais lorsqu'ils envoient leurs émissaires pour aller parlementer avec ces gens, ça s'est fait avec légèreté. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Tika biloko wana conscientiser baninga bozana bango botika bo vivre na kimia bayakara bateke bobanda banda kala bobalana sikoyo souffrance ya bino ezekomi bato mosusu bakomi ko embrasser yango ndeko eza malamu te tika conseil na pesio yango wana. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Dès qu'ils sortent de l'espace, les tueries continuent. Je pense que ça prouve à suffisance qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Papa Mbongo avait raison. Alors, comment voulez-vous que nous fassions confiance à des gens comme ça? À des gens comme ça. C'est pas sérieux. Les Congolais sont en train d'être tués pour un petit problème d'incompréhension. Au lieu que l'État impose l'ordre, l'État impose les désordres. Et toutes ces victimes-là, vous allez en faire quoi? Il y a des Yaka qui sont tués, il y a les Téké qui sont tués, il y a d'autres personnes qui sont victimes. À chaque fois qu'il y a des traversées, à chaque fois qu'il y a des embarcations de balinières. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Vous savez pourquoi? Parce que Fortuna Bissalé est le trait d'union entre les régimes congolais et les régimes rwandais. Expliquez-vous. C'est lui qui a joué le rôle de pont entre le pouvoir congolais et le pouvoir rwandais. De quelle manière? Non, mais attendez. Lorsque M. Félix Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, il était d'abord candidat. Il a tenté d'approcher le Rwanda. Ça n'a pas réussi. Parce que les personnes qui l'ont amené là-bas n'avaient pas assez d'entrée. On leur a dit, non, si vous vouliez voir le gouvernement rwandais, il y a quelqu'un qui est chez vous là-bas, qui a des entrées. On a cité Bisséé et Bifo. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. On vous avait présenté les photos de généraux de FDLR qui seraient tués par la force conjointe, la force mixte RDC-Rwanda. Ils sont venus chez nous, ils ont commencé à opérer. Plus ils évoluaient, plus M. Félix Tshisekedi a compris qu'il avait commis une erreur parce qu'il avait déjà ce que le Rwanda pouvait lui donner, c'est-à-dire que l'acceptation tacite de la population. Il a commencé à ne pas respecter les accords tels que signés. C'est comme ça que M. Kagame avait ressurgi le 1-23. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Or, la Cour constitutionnelle est compétente de juger un ancien Premier ministre, donc la Cour constitutionnelle est compétente de juger un ancien président. On va terminer l'émission. Monsieur Félix Tshisekedi sera poursuivi pour haute trahison. Tout le monde a peur d'en parler. Non, ce n'est pas son pays, il n'a pas de certificat d'enregistrement. Monsieur, vous serez jugé. Là, on vous le certifie. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de cette émission. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à regarder Profondeur Télévision et spécialement votre émission Les Détails. Nous revenons encore une fois de plus pour traiter les questions d'actualité. Nous allons nous appesantir d'abord autour de la question sécuritaire. Comme vous le savez, nous sommes agressés par le Rwanda depuis plusieurs mois. On parle de l'insécurité dans la partie est du pays. On va aussi essayer de faire le tour au niveau des Maïndombe, les territoires de Kwamut, la situation au niveau de ces territoires. Est-ce que ça a évolué? On va tenter de décrypter la question. Le phénomène Kuluna Kinshasa, quelle est la recette appliquée pour éradiquer cela? On va tenter de réfléchir sur toutes ces questions au cours de cette émission. On ne va pas aussi oublier le dossier Fortuna Bisselé, ses conseillers privés du président de la République qui a révélé
l'accord qui liait le Rwanda à la République démocratique du Congo, ou je dirais mieux, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, cette histoire minière qui a été étalée au grand jour par Fortuna Bisselele. Quelles sont les conséquences de cette sortie médiatique, tentative de réponse au cours de cette émission? Sur ces plateaux, je reçois Alain Bolodjoa, président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, mes vœux de meilleurs, surtout aux oubliés de la République. Comment allez-vous? Bon, de mon côté ça va, sauf que le pays va très mal. Peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte. Le pays s'émeut, justement parce que nous avons des invertébrés assoiffés d'argent à la tête du pays. Voilà. La CENI a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le PPRD s'est prononcé, il s'est dit non concerné par cette opération. Martin Fayoul s'est enrôlé. Jean-Pierre Bemba également, Félix Tshisekedi s'est enrôlé. Alors, quelle est la position de votre parti politique par rapport à cette activité lancée par la CENI depuis le 24 décembre 2022? Bon, de notre côté, il n'y a pas assez d'évolution parce que les choses ne s'améliorent pas au niveau de la gouvernance, que ce soit de la gouvernance de manière générale, que ce soit dans la gouvernance électorale, justement parce qu'il y a beaucoup d'écueils. Ils ont lancé les opérations justement pour séduire, parce qu'ils avaient présenté leur calendrier. Et nous nous rendons compte qu'ils n'étaient pas vraiment préparés. Peut-être qu'ils ont agi par le fait que nous avons fait pression. Et voilà pourquoi ils ont tenté de faire des choses à la va-vite. Il n'y a pas de garantie en termes de qualité. Et nous ne sommes pas rassurés de la capacité de la CENI à finir les opérations d'enrôlement en ayant le 1 mois tel que fixé dans son calendrier. Au-delà de ça, au niveau de l'Europe, nous sommes sûrs et convaincus, au niveau de la diaspora congolaise, nous sommes sûrs et convaincus qu'il va se poser beaucoup de problèmes. Parce que déjà au départ, il faut catégoriser ce que nous appelons diaspora. Il y a de ceux qui sont frappés par l'article 10 de la Constitution, qui ont changé de nationalité, qui n'ont pas droit à l'enrôlement. Il y a de ceux-là qui n'ont pas de documents au niveau de ces pays-là, et donc ils seront en difficulté de se faire enrôler. Et ceux qui sont en droit de se faire enrôler et de voter sont peut-être peu nombreux, mais ils sont éparpillés. Et je ne vois pas comment la CENI aura à faire ces opérations. Nous pouvons ici fustiger le fait que ceux qui avaient suivi la formation n'ont pas été déployés. On a pris des militants, de cousins, de cousines, des époux, des épousettes, de politiciens ainsi que de membres de la CENI pour le placer en lieu et place de ceux qui ont suivi la formation. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un sérieux problème de qualité. Et donc, nous ne sommes pas preneurs de ces mauvais processus électoraux. Nous insistons plus sur l'article 64. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons qui sous-tendent notre démarche. Et je crois que lors de l'émission, les gens vont bien nous comprendre. Très bien. Alors, les gens fustigent la mauvaise qualité de la carte d'électeur produite actuellement par la CENI. On estime que Denis Kadima et son équipe n'ont pas eu le temps suffisant de se préparer avant de se lancer ou de lancer cette opération. Mais vous, de manière particulière, vous faites quelle lecture d'une manière globale de ces processus? Est-ce que Denis Kadima rassure-t-il les Congolais de la tenue des élections, disons, des élections de qualité? Bon, je crois que nos amis, il y a certains amis tels que, comme vous l'avez cité, nos frères du PPRD, ils sont un peu perdus par le fait qu'il y a beaucoup de contradictions dans leur démarche. Ils soutiennent la loi électorale, ils soutiennent la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ils soutiennent les calendriers, mais ils refusent la suite. Ils doivent être cohérents dans leur démarche. C'est aussi le cas avec Martin Fayoul. Ils doivent être cohérents, fort malheureusement. Ils doivent être cohérents dans leur démarche. Parce que lorsque vous refusez déjà ce qui a été fait en amont, vous ne pouvez pas accepter les résultats en aval. J'étais quand même surpris de voir ceux qui avaient futigé la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, les calendriers, puissent se permettre tout de même d'aller s'enrôler. C'est comme si eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce qu'ils font comme démarche. Et c'est quand même surprenant. Alors, en termes de qualité de l'homme, l'homme déjà est caractérisé par une moralité qui ne dit son nom. Parce que tous ceux qui ont suivi le processus tel qu'enclenché savent que, effectivement, ce monsieur est le fruit d'un arrangement entre Kabila et M. Félix Tshisekedi. Il a été choisi en violation de tous les principes sacro-saints, que ce soit au niveau de la démocratie et même au regard des dispositions pertinentes de la CENI.
La CNI, c'est une instance, c'est une institution indépendante. C'est vrai que la CNI, sur le plan fonctionnel, est une structure qui doit être rattachée au ministère de l'Intérieur. Mais la CNI n'a pas de lien sur le plan technique avec n'importe quelle autre institution. Elle est supposée être indépendante. Cette indépendance doit se vivre aussi par rapport à la désignation des animateurs. Ce qui est surprenant, cette fameuse loi a fixé le principe que le président de la CNI devait provenir de la société civile. Et on voulait que cette personnalité soit caractérisée par une certaine indépendance vis-à-vis des partis politiques. Or, M. Nanga Junior, que nous appelons M. Denis Kadima, est a des liens avec M. Walter, qui est le cousin à M. Félix Sekedi, et M. Nanga Junior était ou est encore, jusqu'à preuve du contraire, membre de l'UDPS, Fédération Afrique du Sud. Et ce n'est pas un citoyen, ce n'est pas un papa Mabandego qui l'a dit, c'est le porte-parole et je dirais même le directeur de cabinet de M. Etienne Tshisekedi qui l'a dit. Je cite ici Albert Moleka, qui est une grande personnalité dans ces pays et nous connaissons ses vertus. Et donc, moi je considère que le fait seulement que la loi au départ n'a pas été respectée, la constitution n'a pas été respectée, les intentions connues et méconnues de M. Félix Sekedi présage plutôt, ambitionne plutôt de faire de lui président de la République en violation de la volonté de la population, ou lui donner la latitude de faire de quelqu'un d'autre président de la République. Nous pensons qu'il faut jeter tout à la poubelle et exiger l'excellence. Parce que la finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise des légitimités. Et c'est ce que le pays connaît aujourd'hui comme problème. Voilà. Très bien, on va parler de l'actualité, mais puisque vous évoquez la question de la crise des légitimités, mais comment va-t-on procéder pour résoudre cette problématique qui a été toujours évoquée depuis plusieurs années? Entre-temps, vous continuez de boycotter l'enrôlement des électeurs, par ricochet, vous refusez aussi les élections, mais comment résoudre cette problématique de la crise des légitimités? Bon, nous ne refusons pas les élections. Il faut faire la part des choses. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire « Non, Alain Bolodjoa ne sera pas candidat, il ne veut pas les élections. » Non, ne pas être candidat ne veut pas dire ne pas vouloir les élections. Et je n'ai jamais dit que je ne serai jamais candidat. Voyez-vous? Nous posons le grand principe. Le grand principe que nous posons, c'est d'abord de revenir sur la Constitution. La Constitution voudrait, d'abord, dans son exposé des motifs, et même dans toute la charpente de cette Constitution, on voudrait assez que le pouvoir émane du peuple. Le peuple est souverain. Cela veut dire que c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Le peuple transfère le pouvoir d'agir en la personne de son choix. C'est ça le grand principe. Parce que nous avons dit, le seul mode d'évolution du pouvoir, pour certains postes tels que le président de la République, le Parlement, l'Assemblée provinciale, le gouverneur, le bourgmestre, le maire des villes doivent être élus. Pour certains, au suffrage universel direct, pour d'autres, au suffrage universel indirect. Dans les deux cas, c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Voyez-vous? Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a un cartel, un groupe de gens qui s'octroient le pouvoir souverain du peuple, en violation de ces principes-là. Prenons les cas. M. Félix Sekedi est le fruit de la forfaiture électorale. C'est une invention de M. Kabila. Ça n'a jamais été prouvé. Non, mais ça a déjà été prouvé parce que lui-même l'a dit et les autres que l'ont dit. M. Félix Sekedi lui-même a dit qu'il y a des choses qui ont heurté la conscience collective au regard de données telles que publiées par la CNI et la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les élections. Lui-même l'a dit. Il a dit lors du congrès 2019. Voyez-vous? Lui-même l'a dit. Mais pour sa part, il considérait que lui, bon, il ne considérait même pas parce qu'il sait qu'il n'est pas le fruit des élections, mais il a donné l'impression de considérer que lui était élu et les autres n'ont pas été élus. Or, le processus et les élections ont été organisées le même jour, la même CENI, le même bulletin de vote, le même machine, le même procès-verbaux, le même fiche des résultats, le même personnel.
la même circonscription pratiquement. Si Kabila était en mesure d'imposer à Nanga pour qu'il ait la majorité, toutes choses restant égales par ailleurs, il avait aussi le pouvoir d'imposer à Nanga de faire de Félix Tshisekedi, qui était 3e président de la République en violation. Il a aussi récemment. Ah voilà, il a dit qu'il avait sous pression et tout ça. Et d'ailleurs, il n'a pas respecté la loi parce qu'il a eu à présenter, il a publié les résultats sur base de clé ISB que personne ne pouvait confronter, alors qu'il y avait de fiches des résultats et le procès verbal. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi... Et le dépouillement n'avait jamais eu lieu. Alors, ce qui est aussi vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi a des engagements avec M. Kabila. Si ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui sera président, en forçant, en violant cet accord, ça doit certainement être une personne choisie soit par Kabila ou Kabila lui-même. Voyez-vous? Nous pensons que cette procédure-là n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Qu'est-ce que nous préconisons? Nous pensons par contre qu'il fallait d'abord créer, renouer confiance entre le peuple détenteur du pouvoir et ses institutions. Les institutions en soi n'ont pas de problème, mais ce sont les animateurs des institutions. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. C'est le peuple qui transfère le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, le pouvoir est détenu par un groupe de gens. Nous sommes dans une sorte d'oligarchie, voyez-vous? Il faut que nous cassions cette réalité, que nous revenions à la majorité de la population, ce que nous pourrons appeler la démocratie. Si le peuple qui constate que son pouvoir est détenu, lui est ravi par un groupe de gens que nous pouvons qualifier de délinquants, eh bien, le peuple doit se prendre en charge pour d'abord récupérer le pouvoir et le transférer à la personne de son choix. Vous voulez aller aux élections avec un peuple qui n'a pas le pouvoir réel. Très bien. Voilà pourquoi nous voulons d'abord qu'il y ait la révolution sur pied de l'article 104. Heureusement, cette constitution que nous allons changer a au moins prévu ces dispositions. L'article 64, on casse d'abord l'élan de la dictature et de tout ce que nous connaissons comme tyrannie. Deuxième étape, on va convoquer un congrès fondateur. Refonder l'État sur de nouvelles bases. Ce congrès fondateur va tabler sur toutes les matières. On va présenter un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Sur pied de ces dispositions, on va mettre en place des institutions démocratiques où la CENI sera constituée exclusivement de la société civile. Lorsque nous parlons de société civile, nous voyons les associations, tout ce qu'il y a comme associations, les confessions religieuses et autres. Nous voyons la représentation syndicale. Mais tout est politisé dans ces structures. Non, mais attention. Aujourd'hui, il y a des sociétés civiles proches pouvoir, sociétés civiles proches opposition. La société civile proche pouvoir, la société civile proche tout ça sera résolu parce que tout est calqué à l'image du système politique qu'il y a. Mais lorsqu'on change la Constitution... Et qu'est-ce qui va changer? Non, mais on peut utiliser les mêmes individus avec une nouvelle donne. On peut utiliser la même machine avec un nouveau logiciel. Il suffit seulement de changer le logiciel, d'installer un nouveau logiciel, et cela va nous permettre. Lorsque vous avez, par exemple, au niveau de la CENI, les confessions religieuses, les associations de femmes, les associations de jeunes, vous prenez la représentation syndicale, la représentation du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau de la CENI. On crée d'autres structures d'accompagnement des candidatures. On provoque la décentralisation. C'est-à-dire que la publication ne doit plus se faire au niveau national, mais au niveau des CEP, secrétariat exécutif provincial. Et en ce moment-là, lorsqu'il y a publication, par province, par territoire, on sait que tel a obtenu autant de voix et ainsi de suite. La publication, les contentieux électoraux, en ce qui concerne les députés nationaux, ne doit plus se faire au niveau de la Cour constitutionnelle. On doit dépouiller la Cour constitutionnelle de cette compétence. Et on renvoie au niveau de Cour d'appel. Les députés doivent être publiés là-bas. Parce que celui qui a gagné aux élections à Arou doit prendre l'avion pour venir faire le suivi de son dossier ici. Il n'a pas de maison, il n'a pas la capacité de prendre des avocats, ce qui fait que ça favorise ceux qui ont plus de moyens au détriment de ceux qui ont été élus. On doit faire en sorte de réduire
de réduire les compétences de la Cour constitutionnelle et reconstituer la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne veut pas être constituée de personnes choisies par le président de la République, de personnes choisies par la majorité parlementaire, alors que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Si déjà les deux ont la majorité et qui sont organisés à piller systématiquement les ressources de l'État, ils seront protégés par les leurs. C'est ça la nouvelle vision que nous nous apportons. Très bien, on va parler de l'actualité. La question sécuritaire nous préoccupe au quotidien. Je préfère qu'on puisse démarrer d'abord par ce qui se passe ici à Kinshasa avec le phénomène Kuluna. D'entrée de jeu, est-ce que vous pensez que le phénomène Kuluna ici, ça résurge, je dirais, le retour en force du phénomène Kuluna, vous pensez que c'est dû à l'absence d'un leadership fort? Est-ce que c'est dû à l'absence d'une politique sécuritaire bien définie? Ou vous pensez que ce sont les animateurs qui ne sont pas en mesure de sécuriser les Congolais? Je prends un exemple. Vous avez à la tête de la ville de Kinshasa un général comme Sylvano Kassongo. Il a instruit récemment à tous les commandants des sous-sièges de ne plus recevoir les véhicules ou de ne plus se servir des parcelles qui constituent les sous-sièges comme parking. Mais, bizarrement, jusqu'à ce jour, il y a des véhicules, il y a des motos qui sont toujours gardés dans ces bureaux de police. Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à garder une personne pareille à la tête de la ville, ou vous pensez que la question est beaucoup plus globale qu'individuelle? Bon, la question est pertinente. La question, le sujet ou le dossier est transversal. Ça ne prend pas seulement en compte la gestion de la personne du commandant de la police de Kinshasa. Cette réalité se vit partout, à des proportions différentes. Ici, c'est justement parce qu'il y a un problème du fait qu'il y a une forte concentration et toutes les institutions sont là. Il y a plus de véhicules, plus de motos, comparativement dans d'autres provinces. Vous prenez l'exemple de ma province. Le nombre de véhicules est connu de tout le monde. Tout le monde connaît le nombre de véhicules. C'est-à-dire qu'on sait que quand une voiture passe, on sait que cette voiture appartient à telle. Okay. Parce qu'il n'y en a pas assez. Mais à Kinshasa, il y en a beaucoup. Mais la question que nous devons tous nous poser, d'abord, je prends cet aspect de choses. En matière de la gestion de parking, citez-moi un seul parking appartenant à l'État. Il n'y en a pas. Voyez-vous? Et pourtant, on ajoute le nombre de véhicules, mais on ne sait pas où le garer. Il y a des gens qui sont locataires. Il y a de ceux qui sont propriétaires de parcelles, mais les parcelles sont tellement exigus qu'ils ne sont pas en mesure de garer leur voiture là-dedans. Il y a des routes qui sont, de voies ou de routes, des avenues qui sont très étroites où on ne peut pas garer le véhicule. Ce qui veut dire qu'au regard de la physionomie de la ville, il fallait que nous ayons des parkings. Et n'oubliez pas que le parking, c'est aussi une source de financement. Exact. Il y a des parkings privés qui peuvent faire entrer beaucoup d'argent, comme aussi l'État pouvait organiser le parking. Ces parkings-là n'existent pas. Ce qui veut dire que tous les espaces verts ou tous les espaces peuvent être utilisés comme des parkings. La population préfère garder auprès de la police parce qu'au moins il y a une sentinelle, il y a quelqu'un qui peut il y a la sécurité vérifier. qui est assurée. Il y a entre guillemets sécurité. Attention, ce n'est pas vraiment de la sécurité parce que nous avons de déclarations. Cette réalité-là doit être prise en compte. Un autre élément que nous devons prendre en compte, c'est la qualité de la police ou qualité de policier. Exact. Voyez-vous, il y a des policiers qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de background, qui n'ont pas de niveau. Exact. Dans la plupart des cas, les policiers sont caractérisés par une pauvreté déshumanisante. Leurs bureaux ne sont pas clôturés. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la police n'a pas de bureau, en dehors de containers ou des espaces ici et là où on essaie de faire des histoires de fortune. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune politique en matière de la gestion de l'espace de la police. Alors, lorsque vous prenez tous ces éléments, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement absence de politique en matière de gestion d'abord de la police. Et puis deuxièmement, vous voulez intimer l'ordre à quelqu'un qui ne dépend pas de vous? Comment ça? La plupart des policiers ne dépendent même pas de lui. Oh. Je vous dis. Il dépend de qui alors? Non, mais attendez. Il est là comme commissaire provincial de la police. Il y a des policiers qui dépendent des ministres, de cadres du parti, de membres de famille, et ainsi de suite. Ce sont là nos réalités.
il peut intimer l'ordre. Il n'a pas le pouvoir coercitif. Parce que s'il veut sanctionner un major, dans la plupart des cas, les sièges sont gérés par des majors. S'il veut sanctionner un major, le major a des relations au-delà de ce qu'il a. Est-ce qu'on doit gérer la République en fonction des relations? Non, mais c'est la loi qui va nous diriger. Non, mais la loi qui considère la loi. On nous a toujours dit que la police et l'armée, c'était la discipline. Non, mais... Lorsqu'un général donne l'ordre et qu'il y a des subalternes qui ne les respectent pas. Mais ouais, ce sont là vos réalités. Ça fait peur. Ce sont là vos réalités. Il y a de policiers qui manquent du respect à leur hiérarchie parce qu'ils savent qu'ils ont de parapluies. Au-delà de ça, comment pouvez-vous intimer l'ordre à quelqu'un qui ne vit que de ça? Voyez-vous? Savez-vous qu'il y a des policiers dans ces pays qui sont considérés comme de nouvelles unités, qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de salaire, qui vivent soit par des primes, ou soit par ceux qui font comme ils ne font que rançonner la population. D'autres vivent grâce à ces opérations-là hétérodoxes. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un problème global. Mais les gens ont tendance à le prendre de manière séparée. Si vous prenez tout ça, vous juxtaposez tous ces éléments, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un problème de gouvernance. Le problème de gouvernance au sommet de l'État. Nous ne savons pas recruter nos policiers, nous ne savons pas le former, nous ne savons pas gérer leur carrière, nous ne savons pas le motiver. Ça crée ces désordres-là. Aujourd'hui, la police est devenue problème pour l'État, au lieu d'être solution. Tous ces problèmes-là doivent être mis en surface. Alors, le fait seulement qu'il y a des articulations, il y a dysfonctionnement systémique de ces systèmes que nous appelons police. Ça a des répercussions sur la qualité de la sécurité. Aujourd'hui, nous voyons la police être incapable de résorber le problème de la sécurité urbaine. Aujourd'hui, ceux qui font la loi dans nos quartiers n'ont aucune qualité dans l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons nos jeunes enfants, nos jeunes frères, nos amis prendre d'assaut les espaces de l'État et imposer l'ordre. Il y a des avenues où, quand vous passez, on vous identifie comme tel, vous n'avez pas le droit de passer sur cette avenue-là. Justement parce qu'il y a de l'anarchie, l'absence de l'autorité de l'État. Or, s'il y a absence de l'autorité de l'État, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chef d'État. Comme il n'y a pas de chef de l'État, et naturellement, nous sommes dans une jungle. Et par moments, ils font semblant d'arrêter ici et là. Et j'étais surpris de voir que tout le monde avait applaudi lorsqu'on leur disait que non, on allait mettre la main sur les enfants Kuluna et les amener à Kanyamaka CC. Apparemment, j'étais le seul à avoir compris que ce n'était pas la solution et la meilleure. Ça me semble que ces anciens Kuluna sont formés, ils ont appris le métier. Non, mais ils sont au nombre de combien? Et d'ailleurs, peut-être que vous serez surpris d'apprendre que tout ça était justement dans le but d'éviter à ce que le service national paye le personnel qualifié. Voyez-vous, ils ont préféré prendre le Kuluna, le faire travailler en violant d'abord leurs droits. Et d'ailleurs, rien ne nous rassure que tous sont de Kuluna. On a pris des enfants justement parce qu'ils sont issus de familles pauvres. On les a assimilés au Kuluna. Pour certains, ils sont là-bas, ils ont appris à travailler certainement. Ils ne sont pas payés, ils travaillent comme des esclaves. Très bien, on va parler de l'Est de la République, mais avant cela, quelle est la recette appliquée aujourd'hui pour éradiquer le phénomène Kuluna? Le général Kanyama avait tenté l'opération Likofi. Bon, ça a marché et puis à un moment donné, les Kuluna ont refait surface. Kassongo actuellement nous parle de cette histoire de Kanyama KCC, mais les problèmes restent toujours. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour mettre fin au phénomène Kuluna? D'abord, la première des solutions, et je crois que ça sera le début de la meilleure solution, le départ de M. Félix Tshisekedi. Et de tous... Il a trouvé ce phénomène. Non, mais attendez, mais voilà pourquoi je vous dis, on commence d'abord par lui. Qu'on les fasse d'abord partir et faire partie tous ces éléments malicieux qui font semblant d'être des dirigeants. Pourquoi je l'ai dit? Je dis ici que c'est un problème transversal. Si vous voulez résoudre le problème de Kuluna, il faut d'abord aller à l'origine. L'origine, c'est la désarticulation de la cellule famille. Lorsque les parents ont perdu l'autorité sur leurs enfants, cela a conduit à cette forme de délinquance.
La délinquance juvénile vient du fait que les familles sont devenues démissionnaires. Et vous savez quand est-ce que ça a commencé à dégénérer? Qu'est-ce qui était la base de la démission? Non, mais justement parce que les tissus économiques étaient mis en mal, d'abord par rapport à la mauvaise gouvernance, mais surtout par rapport au pillage. Voyez-vous? Et aussi par rapport à la pollution que nous subissons, que nos enfants subissent à cause des médias. Voyez-vous? Les médias ont fait la promotion des antivaleurs par le fait que le pays était pris en otage par des immoraux, voyez-vous? Et c'est comme ça que nos enfants, aujourd'hui, ne sont que des victimes. Lorsque Kanyama avait pris la résolution de commencer à faire avec l'opération Lukofi, j'étais parmi les rares Congolais qui avaient fustigé, alors que j'étais membre de la majorité présidentielle. Voyez-vous? J'avais fustigé parce que je ne pouvais pas supporter de voir des enfants, des jeunes enfants, qui sont victimes de la mauvaise éducation de leurs parents, voyez-vous? Parce qu'il faut être mal éduqué pour abandonner ses enfants et les livrer à la société sans être encadré. Ça, c'est une preuve de l'indiscipline et de la mauvaise éducation. Les parents ont abandonné leurs responsabilités. L'État, qui devrait accompagner les parents dans l'éducation des enfants, a préféré prendre ses enfants et commencer à les fusiller. Comment les victimes... C'est vrai, je condamne le phénomène Koulouna, je condamne. Mais je dis, s'il faut établir les responsabilités en termes d'échelle, 1, les parents, 2, l'État, et les enfants ne viennent qu'en 3e position. Ils ont commencé à tuer. Et après, au lieu d'arriver d'abord à quantifier le problème, à mesurer le problème, à maîtriser le raison, le cause du problème, ils ont apporté des solutions palliatives. Si vous voulez résoudre ou sinon atténuer les effets de cette délinquance, la solution est la meilleure, c'est de redonner aux parents. En quoi faisant? En créant des emplois, en accompagnant les parents dans l'éducation. C'est là, la pépinière... Mais c'est ce qu'on fait. Non. On a décrété la gratuité de l'enseignement. On est en train de former les autres Koulouna KCC. Ils sont devenus maçons, peintres, donc, c'est qui veut dire que le problème... Non, mais voilà. Ce qui veut dire que le problème est résolu. Vous avez formé depuis quand? Et vous avez formé combien de personnes? Ceux qui ne sont pas formés par vous, comment faites-vous pour anticiper sur la propension à devenir Koulouna? Ce sont là les problèmes. Vous savez, sincèrement, moi, je le dis ici et je m'assume, tant que nous n'aurons pas de bons économistes à la tête du pays, ce pays ne marchera pas. Juristes, journalistes, sociologues, tous, vous n'arrivez même pas à apporter, à modéliser le problème. Si nous avons des économistes, on saura quantifier le problème. Vous dites qu'il y a des avancées. On a connu plusieurs économistes à la tête du gouvernement. Non, même à la tête du gouvernement. Et d'ailleurs, je crois que ce sont les économistes qui ont pu quand même faire quelque chose. Bien qu'ils étaient mal encadrés parce qu'ils étaient dirigés par des invertébrés. Mais moi, je pense qu'il faut que nous arrivions à quantifier le problème. Vous savez, chers amis, nous, en économie, nous avons l'avantage de venir dans une famille, au regard des réalités que nous voyons, de déceler le problème, de les quantifier, de le modéliser et puis d'apporter des solutions. Quand je suis en face d'un pauvre, je connais le problème. Quand le juriste voit, il regarde, il pense que non, la loi a été respectée et qu'on sort, il se limite là. Mais nous savons comment résoudre le problème. C'est ça le problème. Toutes les solutions dans l'État passent impérativement par l'économie. Très bien. Le problème du Congo, c'est justement parce que les parents ont perdu leur autorité parentale sur les enfants. Parce que nous n'avons pas cette culture-là de la violence. Bon, c'est vrai, ça ancré en nous, mais nous ne l'avons pas assez développé. Si ça se développe aujourd'hui, c'est justement parce que les enfants préfèrent se réfugier dans ce qu'ils font. Ils regardent à la télé, au lieu de chercher le problème que nous avons créé par la mauvaise gouvernance. On préfère plutôt éliminer les acteurs au lieu de solutionner les problèmes. Prenez un enfant qui est né, qui a déjà l'âge de 16 ans, 17 ans. Il est Koulouna. Il a 4 frères derrière lui. Celui de 12 ans peut aussi devenir Koulouna. Vous allez faire quoi? Vous allez éliminer toute la famille?
Au lieu de casser, de couper la corde, vous préférez maintenir le problème. Vous voulez résoudre le problème de feuilles alors que la racine pose problème. Voilà pourquoi je vous dis, ce sont des incultes qui n'arriveront pas à résoudre ce problème. On ne va pas mettre totalement fin à ça, mais on peut atténuer les effets. C'est possible. Donner le moyen aux parents, donner la chance aux jeunes d'être encadrés, qu'ils puissent avoir des cadres d'épanouissement. Je suis sûr et convaincu, on va réduire de manière substantielle. Très bien. Après Kinshasa, on va maintenant aborder la question sécuritaire au niveau de l'Est du pays. Les troupes de l'EAC ont été déployées depuis un bon moment, mais malheureusement, le M23 est toujours là. Ces rebelles ne veulent pas quitter le territoire congolais. Alors, la question reste pendante. Qu'est-ce que ces rebelles revendiquent exactement? Non, mais il faut poser la question à M. Félix Tshisekedi. Déjà, d'abord, au départ, je constate que nous avons un grand problème de vocabulaire. Depuis un certain temps, on ne parle plus des terroristes, on commence à parler une fois encore des rebelles. S'ils sont rebelles, c'est-à-dire qu'ils se rebellent contre quelque chose. Ils veulent imposer un nouvel ordre politique. Ils ne doivent pas se rebeller seulement pour rester au niveau de la partie est du pays. Ils n'ont pas des ambitions de venir à Kinshasa. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être des rebelles. Ce sont des agresseurs. C'est le Rwanda, avec son bras séculier, que nous appelons abusivement les M23. Parce que le M23 a été défait. Ceux qui sont là, nous pourrons peut-être les appeler les M23 primes. Parce que c'est une sorte, c'est une dérivée. Voyez-vous, une dérivée du M23. Ils sont partis des cendres du M23 et aujourd'hui ils sont ceux qui sont. Mais comment sont-ils arrivés là? Le M23 était pratiquement mort. M. Félix Tshisekedi, par sa bonne foi, il les a approchés. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de leur appui en termes de sécurité, sa sécurité personnelle. Il les a entretenus et ils sont là. Ah, le fait seulement qu'il était en accord avec le Rwanda, ils ont dealé ensemble, il a pris des engagements là-bas. Aujourd'hui, ils nous demandent la facture. Au lieu de demander à M. Félix Tshisekedi, ils font payer à la population. Et c'est que M. Félix Tshisekedi ne sait pas et ne saura jamais. Le fait seulement que vous avez lancé le message au M23 leur disant que voilà, on va vous intégrer, on va créer 2 brigades, ça a été un fertilisant. Tous les militaires qui étaient en difficulté de promotion, en grade, au niveau de l'armée, tous les délinquants, les démobilisés, lorsqu'ils ont appris que le M23 sera réinséré dans la société, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint le M23. Pourquoi? Parce que justement, ils savent qu'ils sont en pourparlers avec le pouvoir, ils vont être réinsérés dans la société. Cela veut dire qu'ils auront des fonds de commerce, on va leur reconnaître leur grade, ils pourront avoir des fonctions, on va créer 2 brigades pour le confier. Celui qui était adjudant, c'est qu'en arrivant au M23, il deviendra lieutenant, naturellement, il a une ascension sociale et professionnelle sans beaucoup d'efforts. Ça a attiré tous les délinquants dans le M23. Ce qui veut dire que nous, quand je dis nous, c'est par solidarité. Je dirais mieux, M. Félix Tshisekedi, dans cette ivrognerie du pouvoir, s'est permis de nous mettre dans cette orbite-là. Si vous voulez résoudre le problème, la solution est la meilleure. Il faut d'abord faire partie le maillon fort du problème. C'est lui le problème. Les gens qui doutaient, lorsque je vous disais que c'était M. Félix qui est le problème, lorsque je vous disais que c'est lui qui a tout formaté, les gens ne me croyaient pas. Lorsque j'ai cité, même chez toi, même chez vous, lorsque j'ai cité M. Bissélé, le Bifort, comme les catalyseurs du problème de l'Est, les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, lui-même l'a dit. On va en parler. Ah, il a fait son mea culpa, mais les autres n'ont pas compris. Je vous dis aujourd'hui, au regard des données sur le terrain, on ne peut pas trouver de solution au problème de l'Est avec M. Félix Tshisekedi. Comment ça? Il est les zéros de la fonction. Toute solution plus Félix Tshisekedi égale à 0. Oh, comment ça? Non, mais je vous dis,
Il y a Nairobi 1, 2, 3 qui s'est tenu et on a annoncé même une prochaine réunion qui doit se tenir à Goma pour évoquer toujours cette problématique sécuritaire. Ah, mais je l'avais dit. Je l'avais dit. Peut-être l'autre fois quand j'en parlais, vous doutiez. Aujourd'hui, au regard de l'évolution du dossier, je suis sûr et convaincu que ceux qui sont sincères vont comprendre que j'avais raison. Chers amis, chers concitoyens, nous devons être sérieux en rapport avec cette question. La question, elle est complexe, mais la question, elle est simple. Simple à comprendre. Au-delà du fanatisme, il est simple à comprendre. Tenez. M. Félix Tshisekedi a signé officiellement, au niveau international, des accords au niveau de Nairobi, au niveau de Luanda. Il a été demandé aux chefs MG, chefs d'état-major généraux, d'aller parlementer avec le M23, avoir leur cahier des charges, revenir auprès du président, leur soumettre le cahier des charges et leur rapport. C'est sur base de ces rapports qu'ils vont voir la faisabilité. Oh, le principe de la réinsertion est déjà scellé dans l'accord, déjà signé. Mais le comment faire, c'est ce que les autres font. Les chefs d'état-major généraux ont siégé. Ils ont échangé avec le M23, avec sourire. Ils ont pris leur cahier des charges. Mais comme le M23 sait que M. Félix Tshisekedi n'a pas assez d'énergie pour leur faire face. C'est un président de la République. Non, mais il peut être président et faible. Toute la il peut être président, il n'a pas la légitimité. Il peut être président et être faible. Dans sa faiblesse, la faiblesse qui le caractérise, ils ont préféré maintenant élargir leur champ, justement pour avoir plus que ce qu'ils ont demandé. C'est ça la stratégie. C'est-à-dire qu'ils vous lancent, on vous amène dans une sorte de guet-apens. On veut vous présenter comme si c'est ça la solution. Et ce qui est aberrant, le EAC dont on parle est constitué essentiellement de parrains de la vision Imatuchi. Lorsque je parlais de l'implication du Kenya, personne ne me croyait. Vous apprenez aujourd'hui l'implication du Kenya et ainsi de suite, avec le mécanisme de financement de la vision. Les gens sont en retard. Moi, j'ai la capacité de lire les intentions de M. Félix, même à partir d'une simple photo. Je le connais. Même à partir d'une simple photo, je peux lire ses intentions. Très bien, on va évoluer. M. Félix est un danger pour la République et un danger pour lui-même. Comment un président de la République 100% congolais peut être un danger pour son propre pays? Non, mais est-ce que vous mesurez la teneur de vos propos? Non, mais je vous dis, M. Félix est un danger pour lui-même et pour la nation. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Un danger d'abord pour lui-même. D'abord pour lui-même. C'est un danger d'abord pour lui-même. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme agitation. C'est justement parce que ses partenaires ont failli l'éliminer. C'est comme ça qu'il est devenu agité. Avec cette histoire d'espion. Non, ça c'est une aventure, cher ami. Ça, une aventure. Ça c'est une aventure. Ça c'est une aventure. D'ailleurs, si vous allez très loin. Même pas nos services de sécurité pour ces grands travaux. Non, mais les services de sécurité n'ont fait qu'arrêter de partenaires de M. Félix Tshisekedi. Et jusque-là, on ne nous a pas montré les missiles, on ne nous a pas montré les armes, un plan opérationnel. Un peu comme de François Béat. On nous a rien montré. Ils ont été arrêtés. Mais lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, vous trouvez ces mêmes personnes avec des proches de M. Félix Tshisekedi. Dites-moi, qui va les prendre au sérieux? Hein? Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Très bien. La solution est la meilleure, c'est de faire partie de M. Félix Tshisekedi. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire partie... Vous avez tenu les mêmes discours sur Kabila. Kabila, c'était le problème. C'est lui qui entretenait l'insécurité à l'Est. Kabila est parti. Non, Kabila n'est pas parti. Kabila est là. Quand j'ai dit M. Félix Tshisekedi, c'est la personne que nous voyons. Mais le système Kabila est là. Le système Kabila est là. Il n'a fait que changer de physionomie pour devenir plus faible que ce qu'on a connu. Moi, je pense que nous devons nous saisir. Il faut mettre de côté M. Félix Tshisekedi. C'est même pour son propre bien. Le EAC n'est pas venu pour se battre contre M23. Il n'y a aucun document qui l'ait dit. Exact. Alors, ils sont là pourquoi? Pour préserver les intérêts de pays membres de EAC. Et parmi ces pays, nous en avons 7
Sur les 7, il n'y a que Kinshasa qui va perdre. Les 6 autres pays vont gagner. Et pire encore, le président de l'EAC dit ceci, ils vont quitter les territoires congolais tant qu'on aura une police et une armée. À même de sécuriser la population. Est-ce que ce n'est pas le plan de manipulation qui est déjà mis en place? Non, mais je vous dis que M. Félix... Tous ces pays vont se partager les Kivu. M. Félix, c'est qu'il a 3 missions. De dédouaner, de blanchir et de légaliser l'occupation. C'est ça sa mission. Très bien, on va parler de Kwamout. Il ne savait pas que j'étais déjà là. Oh. Oui. Il ne savait pas que j'étais déjà là. On va parler de Kwamout. Au moins, Indombe, ça fait aussi pratiquement une année depuis qu'on décrit l'insécurité. Plus de 100 personnes décédées, plusieurs maisons ont été incendiées, plusieurs biens détruits. J'ai suivi récemment, on a évoqué l'arrestation, je ne sais pas moi, de celui qui menait la milice, le Kambé social. Mais là, la situation continue toujours de dégénérer. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le Maïndombe, principalement à Kwamout? Bon, moi, je crois qu'il y a de ceux qui m'appelaient souvent, parmi nos frères de la diaspora, ils ont considéré que je n'étais pas digne de confiance parce que j'étais parmi les rares, parmi ceux qui pensaient que ce problème-là ne concernait nullement le Rwandais. Ils ont dit non, voilà, on ne te comprend plus. Voilà, il devient pressé, votre réalisateur. On va en parler, même si ça va prendre 5 ans. On doit continuer avec ces dossiers. Allez-y. Voilà, il pensait que j'étais pour le Rwandais, comment je pouvais chercher à dédouaner le Rwandais. Moi, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, aucun élément ne nous démontrait qu'il y avait le Rwandais. On a pris un fou, on a dit non, voilà, on a trouvé un fou avec 50 $ en train d'acheter les unités. On n'a jamais vu le téléphone, on n'a jamais vu le numéro, encore au moins les billets de 50 $. Tout le monde était emballé. Moi, je disais, attention, il y a un problème d'absence de l'autorité de l'État. Personne ne me croyait. Il eût fallu que le père spirituel de l'Église catholique, Papa Mbongo, dise la même chose pour que les gens comprennent que ce n'était pas un problème entre nous et le Rwanda, c'était un problème d'ingouvernabilité de la zone. Nous avons tenté de démontrer aux gens, on ne nous a pas compris. J'étais surpris de voir certains commençaient à me rappeler pour me dire non, voilà, ce que tu disais, Papa Mbongo avait dit la même chose. Oui, mais aujourd'hui, quelle est la température sécuritaire dans cette partie? Peut-être que vous serez surpris, la semaine qui vient de s'achever, il y a eu de morts, on a tué des gens. Exact. On a décapité des gens, on a tué, on a massacré des gens. Et lorsque vous allez dans cette partie-là, vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, il y a plus de Téké qui meurent que les Yaka. Ça, ce sont des évidences. Je ne suis ni pour les Téké, ni pour les Yaka. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est plus les Téké qui meurent que les Yaka. Et vous savez pourquoi? L'État congolais leur a demandé de déposer les armes. Les Téké ont accepté. La majorité des Yaka ont accepté. Mais il y a un groupe de près de 200 Yaka qui sont dans la forêt, qui continuent à faire le même travail. Qui sont-ils? Non, mais ce sont des Yaka, ce sont des gens qui sont... Ils trouvent des munitions où? Non, mais attendez. Parce que le président n'avait pas raison de parler il y a certainement complicité. Effectivement, complicité au niveau du pouvoir. Alors, comment ça? Il y a complicité au niveau du pouvoir parce qu'apparemment... Non, mais attendez. Les étrangers sont dans votre système ici de l'Union sacrée. Il y a les notables qui ne jouent pas franc jeu. Parce que dans la plupart des cas, vous trouvez le notable avoir une position un peu ambiguë. Ils ne veulent pas crever l'abcès. Vous trouvez les Yaka, les notables Yaka, par moment, ils en parlent, mais en réalité, ils ne veulent pas résoudre le problème parce qu'ils sont en position de force. Les Yaka qui sont là revendiquent l'espace, le plateau. Ils veulent tuer ou éliminer tous les Téké pour qu'ils récupèrent cet espace parce qu'ils considèrent que à l'origine, cet espace-là appartiendrait aux Yaka. C'est ça la philosophie. Et pourtant, nous savons que dès lors qu'on a créé l'État congolais, la configuration que le blanc a trouvée, ça reste ainsi. Là où on a dit que c'est l'espace Téké, ça reste Téké. Là où on dit c'est l'espace Yaka, ça reste Yaka. Mon problème n'est pas ce que le Yaka fait en réalité.
ou ce que les Téké font. Mon problème, c'est l'incapacité de l'État à imposer l'ordre. Mais en quoi l'État est-il incapable d'imposer l'ordre? Les VFM de l'intérieur étaient récemment... Non, il n'est pas sérieux, cher ami. Il ne faut pas le suivre. On a tenté de mettre tous ces gens autour d'une table. Et des solutions ont été dégagées. Quoi? Non, les solutions n'ont pas été dégagées. L'État congolais est dans l'incapacité de résoudre le problème. En quoi l'État est-il incapable? Vous juste non, mais, vous n'arrivez pas à nous le prouver. Non, non, je vous le prouve alors. Je vous le prouve parce que, comme vous voulez défendre l'axe du mal, je vous le prouve. Je ne suis pas défenseur. Ah, si vous n'êtes pas défenseur, je vous le prouve alors. Non, mais laissez-moi parler. Ceux qui nous suivent, non, mais laissez-moi parler. Ceux qui nous suivent, ils doutent de ce que je dis. Je vous balance l'audio, écoutez, faites vous-même l'analyse. Qui sont dans cette audio? Non, écoutez. D'accord. Présidence de la République est bénie, on a fait next. Ndeko. Bokoki koluka kimyate. Makambo balobi esili. Bo vivre na kimia. Soki oza na problème bima mona police omoni armée opposé problème ba résoudre yango. Mais bino ti lelo ozo continuer ko menacer bato boya kokata bango mito pona nini. Tila na bino eza nini? Ozo luka nini? Et pourtant boza ba congolais. Na lobi boya. Oui. Basoda bazo chama marié bana bazo tinda bango. Bon, yo kanga na yebisa yo. Ndeko. Kokanisa teke na tango oza koloba wana ozali congolais. Bato bozo bomana. Naza congolais bien confirmé. Oui. Bozo bomana ozali ba congolais. Otika biloko wana kimia ezonga. Kokanisa kaka teke biloko ozo sala bateke nde baza konyokwa mabayaka pe baza konyokwa baba Kongo pe baza konyokwa babaluba pe baza konyokwa. Makambo wana mokonzi ya mboka alobaki esili. Chef Rabino Minikongo akotaki kuna. Asolo ina ba ko solo la zwi ba ko zwa lelo baza malamu na Kinshasa. Bazoluka ndenge nini boko solo la makambo ngo po esila. Eloko na kosenga na yo déposer mandoki place ozali. Basoda wana bayaki po basala bino mabete. Ezali incompréhension entre bino. Tika kozwa mandoki bobo mabato. Botika plateau ezala kimia. Omoni na tango ozozwa telefone obadi kobenga bato oza kobenase bango bokata bango mitu bokaka bango. Numéro bazwi batindi wana sene ça sito localiser na place bozali. Mais eza malamu te boza ba congolais botika bo déposer mandoki. Botika biloko wana kimia eza. Olandinga indeko. Basoda baye po bacha kimia na bino communauté mibale. Soki ozwi mandoki na yo déposer ofandi na ndako na yo okomona soda akoya kolanda yo te. Soda aye po akanga yo te, soda akokanga mutu nyonso alingi akimia ezala te. C'est pourquoi omoni naza kopesa yo appel oyo tika yebisa baninga bozala bango botika. Bozonga na mboka na bino bofanda. Botika parce que ceux qui ont tiqué ont résisté. Yo za makasi ko les armées te papa. Ko za makasi ko les armées te. Ce que ça le problème na yo luka police eza pembeni wana luka nani oyo fundi mutu wana oza des problèmes bako wana bido yango. Na zo pesa yo message wana ndali message ya paix. Tika biloko wana conscientiser baninga bozana bango botika bo vivre na kimia. Bayakara bateke bobanda banda kala bobalana. Sikoyo souffrance ya bino ezekomi bato mosusu bakomi ko embrasser yango. Ndeko eza malamu te tika conseil na pesio yango wana. Awa nazo benga yo déjà présidence de la République. Numéro ya moto menasaki atindi yango ekomi nde omoni na tongo bapesi na ndingisa ya kobenga yo pona solola na bino. Kokanisa teke na tango ozoloba wana eza secrétaire tozali na ba pareil asi to localiser na place bozali to boyi pe to tinda ba soda kuna parce que obundi déjà ozala makanisi wana loba na baninga bozala bango botika to yokani ça va bino bateke botika plateau ko biso veto tika makambo na biso monsieur ngana za muteke te naza pe muyaka te
moto ozosolola na ye azali mokonzi munene soki oza koresiste ndenge ozoloba wana tobakisi oza nango eza bakisi moko ya moke okoya kokufa pour rien tika Congo eza na besoin na bino nyonso toza na besoin kokende kokotisa bitumba bato babunda lokola bato ndenge baza konyokwama wana te botika soki problème ezali okosolola yango conseil nazopesa yango sikoyo oza ekoloni monsieur ngai nazali mungala nazali commandant naza général mutu nazoloba na yo boye naza balongwa wapi balongwa plateau mobimba parce que yo nani Constitution de la République démocratique du Congo, là-dedans, monsieur. Constitution de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi? Attendez un peu, on cite la présidence de la République. Le monsieur parle du Conseil national de sécurité. Et puis l'autre se présente, je ne sais pas moi, comme leader d'un groupe rebelle. Alors, qu'est-ce qui prouve l'authenticité même de cet audio? Non, le problème c'est que aujourd'hui l'État congolais sait où se trouvent ces gens. D'ailleurs, je tiens à préciser, ce ne sont pas tous les Yaka qui sont derrière la crise. C'est un groupe d'intérêts. Parce que je ne vois pas les Yaka tuer les Teke tuer les Yaka. C'est juste un groupe d'intérêts des gens qui sont manipulés. Aujourd'hui, l'État congolais sait où les localiser. Mais pourquoi ne les fait-il pas? Vous savez le problème que moi j'ai compris. Ils connaissent le problème, ils ne veulent pas crever l'abcès. Comme les Yaka sont majoritaires dans cette partie, ils ne veulent pas frustrer les Yaka au risque de perdre l'électorat. C'est ça. Non, on va mettre la vie des gens en jeu. Non, mais bien évidemment, il faut attaquer ces gens. Ce sont des délinquants. Parce qu'eux ne sont pas les représentants des Yaka. C'est juste un groupe de gens qui sont excités, qui veulent maintenant créer les désordres. Ils demandent aux Teke de quitter le plateau. En vertu de quelle loi? Non, mais comment appelle-t-on ces plateaux-là? Les plateaux des Bateke. Alors, ça commence aujourd'hui. Depuis que nous sommes nés, on a toujours appelé ça plateau des Bateke, non? Depuis quand c'est devenu plateau des Bayaka? Mais qui sont derrière ces gens? Et puis, ce sont les notables. Quels sont les motifs de leur revendication? Quitter les groupes armés. Mais ils vous ont dit, non? Ils vous ont dit qu'ils veulent récupérer tout cet espace-là. Pour en faire quoi? Non, mais justement parce qu'ils considèrent que c'est leur espace. Alors, peut-on parler de l'espace au Congo aujourd'hui, alors que nous connaissons la délimitation de chaque territoire, de chaque tribu? Il y a des cartes qui existent. Pourquoi alors le pouvoir ne prend-il pas à bras les corps? On vous a emballé, vous tous, hein? Non, voilà, ce sont des Rwandais, ils sont entrés par Congo-Brazza. Ils vous ont présenté des élèveurs, tout le monde a dit n'importe quoi. Aujourd'hui, la présidence sait qui est derrière ça. Mais lorsqu'ils envoient leurs émissaires pour aller parlementer avec ces gens, ça s'est fait avec légèreté. Dès qu'ils sortent de l'espace, les tueries continuent. Je pense que ça prouve à suffisance qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Papa Mbongo avait raison. Alors, comment voulez-vous que nous fassions confiance à des gens comme ça? À des gens comme ça. C'est pas sérieux. Les Congolais sont en train d'être tués pour un petit problème d'incompréhension. Au lieu que l'État impose l'ordre, l'État impose les désordres. Et toutes ces victimes-là, vous allez en faire quoi? Il y a des Yaka qui sont tués, il y a les Teke qui sont tués, il y a d'autres personnes qui sont victimes. À chaque fois qu'il y a des traversées, à chaque fois qu'il y a des embarcations de balinières, il y a des gens qui sont pillés. Ils sont jusqu'ici à Maluku. Ah voilà. Alors comment pouvez-vous expliquer ça? Vous êtes l'État, vous avez toute la force publique, vous avez le pouvoir coercitif, vous avez le droit de violence légitime, mais vous négociez avec les délinquants. C'est tout de même surprenant. Je pense que cette histoire commence à devenir trop inquiétante parce que vous allez vous rappeler en 2018, à l'approche des élections, on a connu aussi ça, toujours à Maïndombe, à Yumbi. À l'époque, non, mais effectivement, c'est une stratégie. Qui était gouverneur. Plus de 500 morts, je crois. Aujourd'hui, c'est Rita Bola qui sort de Gentilly. Comment expliquez-vous ça? Non, mais justement parce que ce sont des gens qui ne méritent pas assumer ces fonctions-là. Le fait seulement qu'il y a un problème d'ingouvernabilité dû par le fait que ceux qui sont à la tête du pays n'ont pas assez d'énergie, n'ont pas assez de force pour résoudre le problème, ça prend d'autres tournures.
Très bien. Et c'est vraiment inconcevable. On va terminer l'émission. Non, mais on ne va pas terminer l'émission. C'est vraiment inconcevable. Et un monsieur comme ça vous dit, il veut rester au pouvoir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce qu'on ne risque pas d'écarter Kouamout dans, comme on l'a fait en 2018 avec Yumbi, et puis il y avait au Nord Kivu, je crois, 3 territoires comme ça qui n'ont pas voté. Est-ce qu'on ne risque pas de connaître la même histoire? Non, mais on peut connaître aussi des cas de génocide. On peut voir toute une tribu être effacée. Ou 2 tribus. Pourquoi? Nous savons qu'il y a 450 tribus. Peut-être que les gens ne savent pas. Il y a ceux qui font la similitude avec ce qui s'est fait dans la partie Est. Là, ce sont les étrangers qui occupent chez nous. Ici, c'est entre nous, les Congolais. C'est entre nous, les Congolais. On a recruté des gens, des catcheurs, de féticheurs et comme ça. On les envoie là-bas. Ça n'a pas de résultat. L'État doit imposer. Non, mais eux-mêmes savent ce qu'ils font. J'ai vu même, il y a un monsieur du PPRD, tout ça, on l'a retrouvé, on l'a vu là-bas et tout ça. Un ancien membre du PPRD, on l'a trouvé là-bas. C'était le chef coutumier. Envoyer l'armée, envoyer la police et les services de sécurité. Mais on avait déployé l'armée déjà, non? Non, mais ils ont été retirés, d'autres ont été tués. Cher ami, c'est pas sérieux. C'est ici à côté. Hein. Si c'était dans la partie Est, on dira, non, voilà, c'est très loin, il y avait des difficultés de déployer les gens. Ici, ils peuvent aller même à pied. Ils sont déjà à Kinshasa. À Malouk, on a appris la semaine passée qu'on avait tué, je crois, 12 personnes. Ah, voilà. Alors, ça sert à quoi d'avoir des gens comme ça? Ces gens ici, ils valent quoi? Hein? Les Congolais sont en train d'être tués. Le sang de nos frères en train de couler. Personne ne réagit. Ils font semblant ici comme si c'était des dirigeants. N'importe quoi. Très bien. On va terminer l'émission avec la toute dernière thématique en quelques minutes. Le dossier Fortuna Bisselele qui s'est exprimé au cours d'une émission avec Alain Foucault de RFI. Il a déballé, il a étalé noir sur blanc cet accord qu'il y ait Félix Tshisekedi à Paul Kagame, disons, les Rwandais à la RDC, cet accord minier, l'or et consorts, carnet d'adresse. La question que les gens se posent, pourquoi Félix Tshisekedi avait-il multiplié les voyages quand il a accédé au pouvoir? En même temps, il est allé négocier avec Paul Kagame pour qu'il puisse user de son carnet d'adresse afin que le Congo puisse bénéficier des investisseurs qui pouvaient travailler dans notre secteur minier. Oui, en tout cas, je crois que je demande aussi la sérénité parce que vous risquez, les Congolais ou ceux qui l'analysent, risquent de passer à côté de l'essentiel. La première des questions, qui a déjà vu M. Fortuna Bisselele faire une émission? Personne. Je crois que ça doit être la première fois. Moi, je le connais parce que je l'ai étudié. Les autres, peut-être, c'est la première fois de le voir. Ou d'autres que l'avaient vu en rapport avec le dossier Afriland Face Bank, qui est en crise aujourd'hui avec le fameux dossier de 20 millions de dollars, lié à la vente illicite de certains carrés miniers avec d'autres fameux ministres et les proches de M. Félix Tshisekedi comme d'habitude. Mais lorsque vous analysez cette émission, cette interview, vous allez vous rendre compte que c'était une interview commandée. Commandée par qui? Par le régime. Et pour quelle fin? Non mais attendez, par le régime. Le régime voulait faire passer un message. Fort malheureusement, ils ont ciblé la personne de Fortuna Bisselele. Vous savez pourquoi? Parce que Fortuna Bisselele est le trait d'union entre les régimes congolais et les régimes rwandais. Expliquez-vous. C'est lui qui a joué le rôle de pont entre le pouvoir congolais et le pouvoir rwandais. De quelle manière? Non mais attendez. Lorsque M. Félix Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, il était d'abord candidat. Il a tenté d'approcher le Rwanda. Ça n'a pas réussi. Parce que les personnes qui l'ont amené là-bas n'avaient pas assez d'entrée. On leur a dit, non, si vous vouliez voir le gouvernement rwandais, il y a quelqu'un qui est chez vous là-bas, qui a des entrées. On a cité Bisselele Bifort. M. Bisselele Bifort était parmi ceux qui étaient nommés par M. Félix Tshisekedi. N'oubliez pas que c'était en 2019. Lorsqu'il mettait en place son cabinet. Il a placé là, comme un spécialiste, un chargé de mission, quelqu'un qui va lui faciliter des entrées. Et le fait seulement que le Rwanda, bon pas le Rwanda, le président Kagame était président de l'Union africaine, avait exigé à l'État congolais de ne pas poursuivre la publication des résultats parce qu'au regard de données en leur possession, M. Félix Tshisekedi n'était pas élu en tant que président de l'Union africaine.
M. Félix Tshisekedi, juste après la publication des résultats au niveau de la Cour constitutionnelle, juste après la remise et reprise avec M. Félix, M. Kabila, il est d'abord parti en Angola, voir son oncle, et après, il a quitté l'Angola. Laissez-moi, laissez-moi. Bon, c'est déjà sorti, vous avez compris. Il est allé au Rwanda. Au Rwanda, Kagame ne lui a rien demandé. Comment ça? Kagame n'a rien demandé à M. Félix Tshisekedi. Kagame ne lui a fait que rappeler la présence de réfugiés pour le compte du M23 là-bas. M. Félix Tshisekedi, c'est lui-même qui est venu avec l'offre. Voilà la situation de l'Est. Je veux que nous fassions une coopération économique gagnant-gagnant, comme ils ont dit, win-win. Vous avez des entrées, vous avez un carnet d'adresses. Si vous pouvez venir ensemble avec nous exploiter notre pays pour que vous retrouviez, que nous également, lui, c'est-à-dire lui, M. Félix Tshisekedi, se retrouve. C'était ça la part pour que l'Union africaine ne continue pas sa démarche à faire pression sur les régions. C'est lui qui est allé vers le Rwanda. Et le Rwanda, profitant de sa faiblesse, ils ont signé beaucoup d'accords. Ne parlez pas seulement il y a plusieurs accords. Des accords économiques. Non, mais il y a tout. Militaire et tout ça. Les Rwandais sont venus chez nous pour traquer les FDLR. On vous avait présenté les photos de généraux de FDLR qui seraient tués par la force conjointe, la force mixte RDC-Rwanda. Ils sont venus chez nous, ils ont commencé à opérer. Plus ils évoluaient, plus M. Félix Tshisekedi a compris qu'il avait commis une erreur parce qu'il avait déjà ce que le Rwanda pouvait lui donner, c'est-à-dire que l'acceptation tacite de la population. Il a commencé à ne pas respecter les accords tels que signés. C'est comme ça que M. Kagame a fait ressurgir le M23. Alors, dites-moi... N'est-ce pas une contradiction pour vous? Parce qu'à l'entame de cette émission, vous avez dit c'est Félix Tshisekedi qui était parti chercher le M23. Non, mais attendez. Là, vous évoquez encore... Non, attendez. Je vous ai dit ceci. Mais c'est M. Félix Tshisekedi lui a fait part de l'existence du M23 en tant que réfugié. C'est M. Félix Tshisekedi qui a demandé que le M23 vienne ici. Aujourd'hui, les M23 ne sont plus maîtrisés, justement parce qu'ils ne sont pas maîtrisés par M. Félix Tshisekedi, justement parce qu'ils sont maîtrisés par le Rwanda. Les M23 étaient venus chez nous, ils ont fait 14 mois. C'est sur demande de M. Félix Tshisekedi. Alors, M. Kagame a profité de ça pour faire pression à M. Félix Tshisekedi. Très bien. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que M. Fortina Bisselé a fait n'a fait qu'ajouter de l'eau au moulin de ce que nous disions. Mais attention, j'ai vu nos amis de l'UDPS chanter disant non, il était sincère et tout ça. Il a voulu montrer que M. Félix Tshisekedi était de bonne foi, qu'il aurait approché le Rwanda pour trouver la solution. D'abord, M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de marchander notre souveraineté parce qu'il est président. Il n'a pas le droit de marchander notre souveraineté. On ne peut pas négocier sur ça. Et puis deuxièmement, attention, M. Bisselé vient de clouer plutôt M. Félix Tshisekedi en faveur de M. Kagame. Vous savez quoi? C'est que M. Bisselé a dit, c'est ce que le Rwanda dit. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers moi pour que je les aide. On a signé des accords. Je me suis engagé. Aujourd'hui, ils ne veulent pas respecter ces accords-là. Ce qui veut dire que M. Bisselé vient de soutenir la démarche du Rwanda contre M. Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut s'attendre plus tard à un procès ou à une accusation contre Félix Tshisekedi par rapport à cette histoire? Parce qu'il faut se dire, il n'y a haute trahison. Aucun cadre légal. Haute trahison. Le Parlement n'a pas été associé. Le gouvernement vous parlez de quel Parlement, cher ami? Haute trahison. En réalité, au moment où nous parlons, au regard des révélations que vous appelez révélations, au regard des révélations faites des before Bisselé, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi doit être classé parmi les traîtres. C'est ça l'esprit de l'article 164 de la Constitution. On a terminé. Et fort malheureusement, lui-même, sachant qu'il avait commis toutes ces bourdes, parce que quand moi je le disais, même les gens du PPRD ne me croyaient pas, quand je leur disais, M. Félix Tshisekedi est rentré, non, ils défendaient, tout le monde défendait. On était seuls, seulement nous,
de la nouvelle classe politique de l'opposition et nos amis de la Mouka. Mais aujourd'hui, il y a tous les éléments. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour éviter la justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord cherché à maîtriser la Cour constitutionnelle. Il a maîtrisé l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme ça, on ne pourra pas le poursuivre pour haute trahison. Il vous souviendra, Madame Mabunda et M. Tambwe Mwamba avaient des problèmes avec M. Félix Tshisekedi à cause de ces accords. Parce qu'eux avaient refusé ces accords-là. M. Félix Tshisekedi les a traités de tout et il vous a tous emballé, vous l'avez soutenu. Au moment où nous parlons, la Cour constitutionnelle devait se saisir. Fort malheureusement, cette Cour est devenue très courte. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès qui devaient autoriser la mise en accusation sont à sa solde. Aujourd'hui, la justice, dans l'état actuel, ne peut pas le poursuivre. Au regard des dispositions de cette fameuse loi portant statut des anciens présidents, M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas être poursuivi après son mandat. C'était ça, en fait, l'astuce. Mais lui-même vient de nous aider. Il a poussé la Cour constitutionnelle à dire qu'on peut juger un ancien Premier ministre. Donc, on pourra aussi juger un ancien président. Monsieur Félix, c'est que je vous dis et je vous le certifie. Non, il y a déjà un arrêt qui a été rendu avant et il semble qu'il... Non, le deuxième arrêt a annulé le premier. Oh. La Cour constitutionnelle est compétente de juger un ancien Premier ministre. Donc, la Cour constitutionnelle est compétente de juger un ancien président. Monsieur Félix, c'est qu'il sera poursuivi pour haute trahison. Tout le monde a peur d'en parler. Non, ce n'est pas son pays. Il n'a pas de certificat d'enregistrement. Monsieur, vous serez jugé. Là, on vous les certifie. L'émission est terminée. Alain Bolodjoa, c'était un plaisir de vous recevoir. Grand merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et courage à nos amis qui soutiennent l'Axe du Mal. Sachez-le très bien, vous serez co-auteur et complice sur le pied de l'article 166. Très bien. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.